pas long. Le Phare de Longueuil existe depuis 22 ans. On s'adresse aux 16-35 ans et on fait des rencontres improbables entre les personnes qui ne l'ont pas facile dans la vie avec des jeunes qui cherchent à être aidants dans la société, cherchent à faire du bénévolat ou même peut-être une profession, une future profession. Alors, on leur permet d'aller rencontrer en présence, quand ça peut se faire, des détenus en prison, hommes, femmes, provinciales, fédérales, en toxicomanie et alcoolisme, ou encore sur la rue avec des personnes itinérantes sans domicile fixe ou des personnes avec des problèmes de santé mentale, des personnes âgées qui étaient seules. Donc, on offre cette possibilité-là, terrain, de rencontrer du monde de façon à ce qu'on puisse se confronter à nos préjugés sociaux, on puisse aussi peut-être développer le sens du bénévolat, le sens de l'autre, trouver peut-être une vocation future, un métier, une profession. Alors, c'est un petit peu ça qu'on fait. Et cette année, à cause de la pandémie, on a rajouté une espèce de sensibilité que nous avons auprès de la jeunesse, jeunes adultes, de façon à ce qu'on puisse minimiser les problèmes d'anxiété, de détresse, de santé mentale. Et on a développé des conférences, des témoignages. Puis ce soir, on a le grand plaisir d'avoir Mme Lucie Couillard avec nous du réseau de soutien en santé mentale de la Montérégie, organisme qui existe depuis 2021. Vous en êtes la fondatrice. Alors, je sais aussi que vous avez publié un livre, vous allez nous en parler tantôt. Et on a un diaporama pour suivre notre soirée. Ça va être intéressant. Vous pourrez toujours voir le diaporama au fur et à mesure. Et si vous avez des questions, parce que Mme Couillard, vous permettez que je vous appelle Lucie? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, Lucie nous permet d'avoir des questions au fur et à mesure de la rencontre. Donc, vous allez simplement dans Réaction, vous levez la petite main et Jean-Marc s'assurera que chacun a la possibilité de questionner Mme Couillard. Alors, je vous laisse la parole, ma chère Lucie. Et bonsoir à tous. Ça me fait plaisir en tant que directrice, fondatrice. On a débuté, nous, à Saint-Hyacinthe. Parce qu'on m'a demandé, un petit groupe de familles, plusieurs membres de même famille, recherchaient de l'aide parce qu'un de les leurs avait un fils atteint de schizophrénie. Et c'est comme ça qu'on a débuté à Saint-Hyacinthe par l'entremise d'une famille qui nous demandait pour aider leur fils qui était atteint de schizophrénie parce qu'il ne comprenait pas ce que c'était la schizophrénie. Moi-même, je débutais parce que j'avais une fille atteinte de schizophrénie. Moi, pourquoi que j'ai parti cet organisme-là? Parce que moi-même, ayant une fille atteinte de schizophrénie, disons que dans la vie, j'appelle ça une grande épreuve parce que je ne m'attendais pas à vivre une telle épreuve. Parce que ma fille Nathalie, lorsqu'elle était plus jeune, elle était un enfant très enjoué, qui aimait la vie, et tout soudainement, vers l'âge de 14 ans, malheureusement, elle a commencé à avoir des problèmes de santé mentale, mais je ne savais pas à cette époque-là qu'est-ce que c'était la maladie mentale. Ça m'a beaucoup, disons, j'ai eu beaucoup de peine les premiers temps parce que je ne savais pas, parce que Nathalie, elle était vraiment très malade, elle ne voulait plus aller à l'école, tout ça. Ça a été pour moi, je ne savais pas ce qu'elle avait, pourquoi, parce qu'elle aimait l'école, puis du jour au lendemain, elle a décidé d'abandonner tout, puis de laisser tomber ce qu'elle aimait le plus au monde, que je ne comprenais pas. C'est que là, j'ai décidé d'apprendre, de comprendre qu'est-ce que c'était la schizophrénie, mais à cette époque-là, on retourne à peu près 35 ans en arrière, là, Nathalie, je ne savais pas qu'est-ce que c'était la schizophrénie. Il fallait que j'apprenne, comme on dit, sur le temps. J'ai commencé à aller dans les organismes où il y avait des soirées partage.
pour mieux apprendre à connaître la schizophrénie. J'ai débuté à Montréal comme intervenante bénévole et j'ai fait pendant presque 10 ans beaucoup de bénévolat. En même temps, ça m'aidait à comprendre, mais aussi à aider moi-même, parce que vous savez, c'est une épreuve quand on apprend qu'on a une fille ou un fils qui souffre de maladie mentale, c'est tout un chamboulement dans sa vie. Par contre, en aidant les autres, ça nous aide aussi à nous aider soi-même en aidant les autres. Ça, j'ai appris ça beaucoup dans ma vie. L'aide et l'entraide, nous, c'est notre mission première. Le CSSM, la mission première de l'organisme, c'est l'entraide et l'aide entre parents. Et c'est ça, j'ai bien aimé la formule au début parce qu'on s'aide beaucoup, on donnait entre parents, on avait des soirées rencontres, des soirées partage, et on donnait des conférences, soit animées par des psychologues, des conférenciers, des chercheurs émérites. Fait qu'on a passé plusieurs années à donner des belles conférences, au moins 3 à 4 par année. Ça fut vraiment fort enrichissant pour les gens. Puis on faisait des conférences souvent à travers la Montérégie. Parfois, on allait à Saint-Hyacinthe, on allait à Saint-Jean dans les écoles, dans les cégeps. Disons qu'on était très actifs au tout début de l'organisme. Mais on s'appelait Société de schizophrénie de Saint-Hyacinthe. Ça a été le premier nom de l'organisme parce qu'on avait besoin aussi de commencer à quelque part, puis on a commencé à Saint-Hyacinthe, vu qu'on m'a demandé pour développer l'organisme. Par la suite, 2 ans après, l'organisme, on a déménagé chez moi parce qu'on avait le petit endroit qu'on avait, c'était dans un petit appartement à Saint-Hyacinthe. Il a fallu déménager parce que c'était trop petit, premièrement. On n'avait plus de place, on avait seulement un petit bureau. Puis on avait une salle dédiée à tout le monde, mais la salle, on était souvent pris sur ça. Fait qu'on on avait moins de moyens pour développer davantage l'organisme. À Longueuil, on a pu développer grandement l'organisme avec d'autres organismes. On a été soutenu aussi par quelques organismes, tout ça. Et ça a été un beau début ici à Longueuil. Mais par contre, il a fallu apprendre comment qu'on va faire pour trouver des sous va être financé parce qu'on était pendant plusieurs années à ne pas avoir aucun sou pour faire fonctionner l'organisme. Moi, je travaillais bénévolement. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Il y a même Lorraine qui est parmi vous, là, que Lorraine elle nous a beaucoup aidés en tant que bénévole. Elle participait souvent à des levées de fonds. Lorraine, c'est une grande bénévole que j'apprécie énormément. Fait que ça, tout au long de mes premières années on va dire, de Société de schizophrénie de la Montérégie. Ça s'appelait même au début. C'est que là, on a commencé à avoir des petites subventions. En 2009, on a commencé à avoir des subventions de 5 000, 10 000, 15 000 par année. En disant que j'ai eu une belle équipe. La schizophrénie a été vraiment un début avec des bénévoles, beaucoup de bénévoles, des parents bénévoles qui croyaient beaucoup à la cause. Parce que la cause, vous savez, des bénévoles, c'est très important. Pas de bénévoles, on ne pouvait pas avancer. Moi, j'avais la chance d'avoir des bénévoles vraiment qui croyaient sincèrement à la cause. Et ça m'a beaucoup motivé, encouragé. Par la suite, on a fait des grandes levées de fonds, on a fait des cyclotons, des lavotons. On a participé à des campagnes de financement, comme chez Maxi, une levée de fonds, parce qu'il y avait beaucoup de bénévoles et on prenait des étudiants des secondaires 3, 4, 5 qui venaient nous donner un coup de main pendant 3-4 jours chez Maxi. Ça nous a aidé à ramasser des sous. Mais on n'a rien sans peine. Hein? C'était beaucoup de travail, mais ça valait le coup. En plus, on faisait connaître la maladie mentale à travers nos levées de fonds. Ça, j'ai bien apprécié ça. Puis par la suite, c'est sûr que l'organisme, la mission première, c'était ça. La première des choses, on s'occupait des parents. Dans les premières années, c'était surtout des conférences données aux parents pour mieux comprendre la schizophrénie. Pendant plusieurs années, on restait avec
schizophrénie et non les autres maladies mentales. Ça fait, si on compare aujourd'hui, puis il y a 20 ans, dans les premières années, on s'occupait tout spécifiquement des familles qui demandaient de l'aide et qui avaient besoin d'aide pour mieux comprendre la schizophrénie. Par la suite, notre mission s'est élargie. En 2006, on a commencé avec le volet personnes atteintes par l'entremise dans le Québec. L'Emploi Québec nous a demandé si on voulait aider les participants du programme Pense Action. Mais ça commençait pas ça commençait par le programme Interagir. C'était vraiment un partenariat qu'on avait avec Emploi Québec pour aider les personnes à contrer l'isolement, à créer un réseau social et développer leurs habiletés cognitives. Et ça, nous autres, on a embarqué beaucoup parce que dans les premières années, on aidait beaucoup de jeunes qui voulaient se prendre en main et pour mieux développer leur habileté cognitive. Et ça a à plusieurs personnes de développer leur capacité psychique aussi, parce que mieux comprendre leur maladie. On donnait des cours, on en donne encore. Mais les premières années, c'était un petit peu différent, parce qu'on avait, moi-même, je donnais des cours, pendant plusieurs années, je donnais moi-même des cours. On allait faire du sport à base de plein air, à base de plein air de Longueuil. Avant, ça ne s'appelait pas Michel Chartrand. Là, je vous parle là, à peu près 15 ans. C'était pas pareil. Mais aujourd'hui, avec le programme Pense Action avec Emploi Québec, ça fait 17 ans qu'on travaille avec Emploi Québec. Ça fait 17 ans qu'on donne divers ateliers aux personnes ayant une contrainte sévère à l'emploi. Et là, on a commencé comme ça avec Emploi Québec, ça nous a permis d'élargir la mission du CSSM dans le sens qu'on prenait les personnes atteintes de toutes sortes de troubles de santé mentale, parce qu'il y avait plusieurs qui souffraient de bipolarité, d'autres de TPL, d'autres d'anxiété généralisée, d'autres qui souffraient de schizophrénie. C'est que nous autres, on acceptait tout le monde. On a refusé personne. Les gens qui arrivaient ici, des fois, avec une contrainte sévère, c'était le seul point important pour Emploi Québec, c'était une contrainte sévère. Et ça, nous autres, disons que depuis au moins 15 ans, depuis 15 ans, c'est ça. Fait que nous autres, ça a permis à des personnes ayant une contrainte sévère de contrer l'isolement, mais aussi de se valoriser, l'estime et valorisation de soi. On a travaillé toujours sur ces points-là pour que les personnes, après, quand ils quittent ici, parce qu'ils peuvent rester jusqu'à 6 ans avec Emploi Québec, on est des partenaires Emploi Québec avec le programme Pense Action. Et ça aide beaucoup les personnes à développer leur autonomie et de contrer l'isolement surtout, parce que les personnes atteintes de 15-20 ans souffraient beaucoup d'isolement. Comme aujourd'hui avec la pandémie, les gens souffrent d'isolement. Mais sauf que nous, vu la pandémie aujourd'hui, on ne peut pas malheureusement donner des cours en présentiel. Tout se fait par Zoom présent à cause de la pandémie. Et ça dure depuis plusieurs mois parce que le printemps passé, dès le 12 mars, lorsque tout le monde a été confiné, nous de même, on a commencé à travailler avec Zoom. C'est ce qu'on fait présentement. Là. Bon, nous aussi, on travaille beaucoup avec Zoom présentement parce que c'est la seule façon de rejoindre notre équipe, de rejoindre nos participants et qu'ils puissent aussi, pour pas trop souffrir d'isolement, on donne des cours. Tous les cours qu'on donne en présentiel sont présentement par Zoom. C'est très apprécié de tous parce que les gens continuent à avoir une relation sociale, mais pas en présentiel, mais au moins il y a un contact humain qui est très important pour les personnes ayant une contrainte sévère à l'emploi. Avez-vous des questions? Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais continuer. Fait que nous, on est un organisme qui s'occupe vraiment de développer le savoir-faire et le savoir-être des personnes. Mais là, ces années-ci, avec le programme Pense Action, programme d'aide et d'accompagnement social d'Emploi Québec, ça permet à nos personnes de développer leur
savoir-faire. Et développer le savoir-faire, il y en a qui découvrent, qui ont des talents, soit dans la peinture, soit dans des domaines comme l'informatique. On donne des cours d'informatique, on donne des cours de on donne des cours vraiment très appréciés. Oh, Jean-Marc, on pourrait commencer, Jean-Marc? OK. Quand je dis, je vais revenir tantôt à ce que je dis présentement, on va recommencer avec, parce qu'on a un diapo, et Jean-Marc, vas-y en premier, Jean-Marc, la première diapo. Ensuite, la deuxième. Sur la mission première de l'organisme, tout ce qu'on fait. OK, c'est beau? OK, vas-y. OK. Oh, c'était bon. OK, bon, là, j'ai présenté la mission de l'organisme, je l'ai dit, l'équipe. Bon, la mission, si je reviens à la présentation de l'organisme, l'organisme a changé 2 fois de nom. On s'appelait en premier Société de schizophrénie de Saint-Hyacinthe. Ensuite, on s'est appelé Société de schizophrénie de la Montérégie. Puis aujourd'hui, on s'appelle Centre de soutien en santé mentale. Puis, Lorraine était là quand on a changé de nom. On l'a cherché, Lorraine, le nom. On l'a cherché. Centre de soutien en santé mentale. En tout cas, on l'a trouvé. En tout cas, on était tous ensemble pour chercher un nouveau nom. On a bien trouvé, Centre de soutien en santé mentale. Au départ, c'est comme je disais, la Société schizophrénie de Saint-Hyacinthe, dans un premier temps, on s'occupait des familles et par la suite, dans les années 2005-2006, on a commencé à s'occuper du volet personnes atteintes de toutes sortes de maladies mentales, pas avec la schizophrénie. On a élargi notre mission en s'occupant du volet avec contraintes sévères, mais pas avec la schizophrénie. On développait l'ensemble des maladies mentales des personnes ayant une contrainte sévère en emploi. Et ça fonctionne toujours. On a toujours une liste présentement d'attente parce que nous, on est limité à 17 personnes qu'Emploi Québec nous donne la chance de pouvoir, 18 personnes, mais les gens ne peuvent pas rester plus que 5 ans et parfois ça va jusqu'à 6 ans. Mais souvent, c'est 5 ans, pas plus. C'est que malheureusement, il y a toujours une liste d'attente pour les gens qui veulent faire partie du programme Pense Action. Mais au début, comme je disais, ça s'appelait Interagir. C'est un programme qui était similaire au programme Pense Action, mais pas avec les mêmes conditions. Interagir, bon, c'était plus le fait de contrer l'isolement des gens, mais ça s'arrêtait là. Mais par contre, le programme s'est élargi à tous. Mais aujourd'hui, les gens qui suivent avec Emploi Québec sont vraiment chanceux parce que ça leur permet d'apprendre des choses, de le savoir-être et le savoir-faire, mais aussi de la valorisation et l'estime de soi, mais apprendre à mieux se connaître, puis d'avoir des buts, des rêves dans la vie. Et c'est ça qui manque beaucoup aux personnes ayant une contrainte sévère. Madame Couillard. Les gens, ils ont pas... Oui? Madame Couillard, on a déjà une première question. Alors, Madame Jade Gauthier aura une question pour vous. Alors, Jade, je te laisse avec ta question. Je pense que vous avez répondu, mais je me demandais si c'était juste pour les personnes ayant une contrainte à l'emploi qui pouvaient bénéficier de ce centre-là. Contrainte sévère à l'emploi, mais c'est les gens qui ont, à vrai dire, une maladie mentale. Tu peux avoir une contrainte sévère, mais il faut que ce soit une contrainte de maladie mentale. Les autres contraintes, comme handicap sévère, nous, on n'a pas ce côté-là. Je crois que vous pensez que la déficience intellectuelle, handicap sévère, physique, tout ça, non. Nous, on touche simplement contrainte sévère en emploi. Pour nous, c'est les gens ayant une maladie mentale. OK, puis ça peut pas être, par exemple, des personnes qui sont pas, qui sont quand même capables de travailler, mais ils peuvent-tu quand même bénéficier de votre service? Malheureusement, non, parce que nous, c'est une contrainte sévère. Ils peuvent pas obtenir des services de nous parce que le but premier, nous, c'est une contrainte sévère. Une contrainte sévère, c'est avoir une maladie mentale. Mais pour tout le monde, une contrainte
savants, ça peut être d'autres choses, mais pour un autre milieu, pas pour nous. OK, parfait, merci. Bien. Alors, j'ai Sébastien Caillé qui a une question aussi pour vous, Madame Couillard. Sébastien, je te Madame Couillard, dis... c'est-tu de la thérapie? C'est-tu de la thérapie que vous faites ou c'est de l'accompagnement? C'est plus de la thérapie, on peut dire que c'est de la thérapie, mais c'est beaucoup d'accompagnement. OK. Surtout que des jeunes là, qui ont une contrainte sévère, souvent, ils n'ont pas d'emploi, sont isolés, puis ils n'ont pas d'espoir. Tandis que nous, on est un organisme qui donne beaucoup d'espoir aux personnes ayant une contrainte. On leur dit, puis quand ils partent de l'organisme, ben, ils sont équipés pour aller là, vraiment travailler, puis ils ont une confiance en eux, puis on leur donne des cours, puis ils peuvent suivre des cours. Il y a aussi le programme PIJAMBAC, programme d'intégration sociale. Ça, c'est le volet 2 après le programme Pense-Action. Le PIJAMBAC, c'est quand tu n'as plus le droit d'être sur le programme Pense-Action. Le PIJAMBAC, c'est un programme d'intégration pour leur permettre de suivre d'autres cours autres que celui-là du Pense-Action. Ces gens-là se sentent valorisés parce qu'on a une panoplie de cours. Aussi, on peut avoir des cours comme exemple, on a la chorale Les Ritournelles. Ça, c'est la chorale existe depuis, mon Dieu, depuis presque l'organisme existe. Ça leur permet de contrer l'isolement, de créer un réseau social, mais aussi de développer, de dire, mais moi, je ne sais pas chanter. Mais quand ils viennent à la chorale, mon Dieu, il y en a qui développent vraiment là, un réseau social qui leur permet de développer même, apprendre à chanter. Vous savez, tout le monde est capable de chanter. C'est ce que notre maître Coris dit souvent. Parce que la voix, ça se développe. Dans le fond, vous donnez des outils aux schizophrènes. Oui, mais pas avec les personnes avec la schizophrénie. On donne des outils à tous ceux qui se présentent chez nous. Ça peut être la bipolarité, ça peut être l'anxiété sévère, ça peut être un trouble de personnalité limite. Nous, on ne regarde pas la maladie de la personne. On regarde la personne qui veut changer, qui veut apprendre à mieux gérer son stress, qui veut apprendre à développer des habiletés. Nous, on regarde le côté positif de la personne qui veut développer ses habiletés. On est très fiers de ça, là, parce que, disons que depuis, ça fait 15 ans, ça se multiplie, au moins de 250 personnes qu'on a aidées là, depuis 15-20 ans. On a aidé du monde. On est très fiers de ça. J'ai une question qui provient du chat. Et la question est la suivante. Est-ce que vous offrez des ateliers grand public? Oui, on offre, bien sûr. C'est parce que je n'ai pas fini. Là. Parce que, premièrement, si on continue, voulez-vous, Jean-Marc, changer on va aller à la deuxième présentation de l'organisme. OK. Présentation. Ben, parce que nous autres, on donne des cours présentement. Ouais. On donne des cours présentement à la population générale. Comme présentement, on a les cours du mieux-être et les cours d'intelligence émotionnelle. Depuis quelques années, ça fait 2 ans et demi qu'on offre l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Les gens qui veulent mieux gérer leurs émotions. On leur apprend à mieux contrôler leurs émotions, à mieux gérer et à mieux comprendre leur comportement. Et ça, c'est un grand succès. Là. On a des attentes, on a encore des attentes. Mais vu qu'on n'est pas en présentiel, tous les cours se donnent par Zoom. On ne peut pas donner des cours en présentiel présentement, vu la COVID. Fait que tout se fait au ralenti présentement. Parce que les gens, vous savez, il y en a plusieurs qui n'aiment pas le Zoom. Les gens n'aiment pas ça. Les gens disent, moi, je veux avoir des cours en public, avec public, en présentiel. Je veux pas avoir des cours par Zoom, mais j'aime pas ça. Fait que vous voyez, on ne répond pas à tous les besoins des gens présentement. Fait que les gens ont dit, ben, attendez, tôt ou tard, on va retourner à la présentielle, ça c'est sûr. Mais c'est pas donné à tout le monde aussi de parler en public en Zoom. Ça, les gens ne veulent pas se joindre à ça parce qu'ils ont difficulté à s'exprimer en Zoom. Puis ils ne veulent pas parce qu'ils sont gênés.
il faut respecter ça aussi. Fait que c'est ça. Fait que, j'ai une autre question. Oui, Jean-Marc, oui. J'ai une autre question provenant du chat de Mme Riendo. Alors, elle demandait les objectifs du programme Passe Action. Oui. Alors, elle demandait les objectifs du programme Passe Action et en complémentaire, qu'est-ce qui se passe après 6 ans? Oui, très bonne question. OK. Après 6 ans, malheureusement, les gens voudraient continuer, mais c'est pas sûr, même 6 ans, c'est rare. Plusieurs, c'est après 5 ans. Et s'il y a extension d'1 an, c'est parce qu'il y a eu une entente vraiment à l'amiable, parce que souvent, c'est 5 ans. Et si la personne insiste, si nous autres, on parle de la personne qui insiste et qui veut et qui en a besoin, l'Emploi Québec dit oui, mais il ne dit pas oui à tout le monde. C'est 5 ans. Mais ça peut s'extensionner 1 an de plus. Après, c'est terminé. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'après, à 2 ans d'attente, elle peut faire une demande. Emploi Québec encore, elle a la chance de revenir sur le programme Passe Action. Ça a déjà arrivé à quelques-unes des personnes qui ont réussi à avoir une 2e place. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester jusqu'à 10 ans, 10, même 12 ans. Bien, mais c'est rare. Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions de l'assistance. Alors, je vous laisse poursuivre. OK. Mais si on revient à la mission première du CSSM, c'est de favoriser le rétablissement des personnes atteintes de maladies mentales en leur offrant soutien, écoute, information, accompagnement et activités de réinsertion sociale. C'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que la réinsertion sociale, ça marche, ça fonctionne. Nous autres, on est fiers de ça. Parce que des gens qui sont arrivés ici, vous avez rappelé ceux qui ont assisté à la conférence avec Gabriel. Ben, Gabriel était avec nous pendant 5 ans. Et ça a aidé énormément Gabriel à avoir confiance en lui, valorisation et estime de soi. Ça, Gabriel, nous autres, c'est comme un exemple à suivre. Ensuite, on dessert une clientèle adulte résidant à Montérégie. C'est-à-dire qu'on donne aussi des conférences. Moi, présentement, à cause de la COVID, on reçoit beaucoup d'appels de détresse chez les hommes. Des jeunes hommes aussi, hein. Fait que chaque semaine, on reçoit 2-3 appels de jeunes hommes en crise, en détresse psychologique. Moi, j'y suis, mais là, il y a des listes d'attente. Commence à avoir une liste d'attente parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Parce que quand il faut les suivre 1 fois par semaine, je ne peux pas les suivre 3 fois par semaine parce que je n'ai pas de place. Puis, de plus en plus, beaucoup de jeunes en détresse psychologique. Alors, j'ai une autre question provenant de Lorraine Mélamiquin qui a une intervention pour vous. Oui, Lorraine. Lucie, après là, Passe Action, là, est-ce qu'il y en a qui ont été sur le marché du travail à temps partiel, à temps plein, ou bénévoles? Bon, bonne question, Lorraine. Malheureusement, après le Passe Action, il y en a qui vont trouver du bénévolat. Mais sauf que plusieurs ne peuvent pas travailler. Je suis honnête quand je vous dis ça. Plusieurs ne peuvent pas aller retourner à temps plein sur le marché du travail. Il y en a qui vont réussir à travailler, mais pas 5 jours par semaine. Moi, je connais des personnes qui ont travaillé ici là, en tant que Passe Action. Malheureusement, ils vont travailler à temps partiel pour un stage en milieu de travail, mais ils ne sont jamais rémunérés. Souvent, ce n'est pas une rémunération salariale. Ça demeure du bénévolat. Parce que les personnes ayant une contrainte sévère à l'emploi ont une maladie mentale. Et quand on parle de maladie mentale, c'est des gens qui ont une contrainte sévère à l'emploi. Ça le dit. Fait que ces gens-là sont limités. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de travailler. Il y en a qui travaillent. Prenez Gabriel, il travaille bénévolement, il travaille avec certains organismes, il donne des heures de bénévolat. Il y en a d'autres, c'est ça aussi. Parce que vous savez que les personnes ayant une contrainte ont un taux disons, de stress assez élevé.
Et s'il y a trop de stress, la pression est trop forte, ils vont faire une rechute. Et plus tu rechutes, plus la psychose est dangereuse et plus que tu vas être en psychose souvent, plus que tu vas devenir plus handicapé, dans le sens que tu ne seras pas capable de rien faire par la suite parce que c'est trop, la pression est trop forte pour la personne ayant une contrainte sévère en emploi. Et c'est ça qu'on dit aux employeurs. Vous pouvez embaucher quelqu'un, mais pas à temps plein, à temps partiel, c'est sûr. Si c'est trop, la pression est trop forte, même à 3 jours, ils vont abandonner parce qu'ils vont devenir eux-mêmes très psychotiques. C'est la pression qui est trop forte. Les personnes atteintes, il faut faire attention à ne pas mettre de la pression. C'est très important. La pression n'est pas bonne du tout pour les gens ayant une contrainte sévère. Et c'est sûr que souvent, ça arrive. La personne qui veut travailler, mais elle veut, mais elle ne peut pas. Elle est limitée. Et c'est sûr que les gens, j'ai compris, là, les personnes contraintes qui veulent travailler, mais ils ne peuvent pas travailler à temps plein, puis même à temps partiel. Mais il faut que ça réponde à leurs besoins, parce que la pression, si tu leur dis, hey, t'es capable, envoie, vas-y, mais la personne, elle ne peut pas, elle est limitée, mais elle ne démontrera pas, elle va attendre de tomber en terre, dans le sens de se ramasser à l'hôpital et d'avoir encore une psychose. Et plus tu es en psychose, ben, plus tu vas être limité dans les années à venir. C'est ça qui est le danger. Et quand on a compris ça, la personne comprend, ben, elle va faire du bénévolat parce que le bénévolat, c'est la pression à l'effort. Tu sais, c'est gratos, que les gens se sentent. Parce que faire du bénévolat, c'est valorisant pour les gens atteints de maladie mentale. C'est très valorisant. Même pour les gens aucune contrainte, ils aiment ça faire du bénévolat parce que c'est valorisant. Ça donne. Tu participes à la collectivité de notre société. C'est très bon. OK, Maurice, tu as une question? Oui, vas-y. Oui, on a un nouveau projet pour l'été au Phare de Longueuil. On va faire un jardin de ville. Donc, devant le phare, on voudrait planter des oignons, des tomates, etc., etc. Est-ce que si vous avez des jeunes entre je ne sais pas à quel âge vous les prenez, là, mais entre 16 et 35 ans, ben, nous, on serait bien prêts à leur offrir la possibilité de faire du jardinage, prendre un petit café, jaser avec du monde, sociabiliser, etc. Excellent. Il y a un possible là, même que j'irai plus loin en vous disant qu'il y a un projet qui se développe actuellement sur toutes les paroisses du Vieux-Longueuil. Okay. Donc, ils vont se servir du gazon pour transformer ça en jardin. Alors, ça peut être une bonne idée, une suggestion s'il y a des jeunes qui aiment jardiner. J'en prends bonne note. Je vais en parler avec mes participants, tout ça, parce que c'est fort intéressant. Mais par contre, moi, j'ai eu un jardin communautaire avec la Ville de Longueuil. Vous savez, la Ville de Longueuil offre un jardin communautaire à la base de plein air. Moi, j'ai eu un jardin pendant plusieurs années à la base de plein air. Et je vous dirais que ce n'est pas évident pour les personnes atteintes, le jardin, parce que c'est fatigant à cause du soleil. Puis la chaleur, c'est pas bon pour quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments. Il y en a qui sont bons, mais il y en a qui ne sont pas capables, qui sont vulnérables à cause de la médication qu'ils prennent. Le soleil, c'est pas bon pour ça. Moi, on a essayé, il y en a dans le groupe qui aimaient ça, mais d'autres qui ne pouvaient pas. Ça demande trop, ça les brûlait parce que le soleil, la chaleur, c'est trop accaparant pour des gens qui sont vulnérables. Moi, je vous dis là, ce que je pense. J'en ai dans le groupe. On a eu un jardin pendant 10 ans à la base de plein air. Mais par contre, plusieurs ne pouvaient pas venir souvent faire surtout le désherbage, comme on dit, là. Il nous manquait de bras des fois. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est parce que la médication elle a un impact direct avec les gens l'été quand il fait chaud. C'est à cause de la médication qui est trop forte. J'ai une autre question. Oui.
j'ai une autre question provenant du chat, donc provenant de Mme Riendo. Oui, j'en ai. Elle dit ceci: si la contrainte sévère à l'emploi a comme objectif le retour au travail et si l'anxiété est trop forte, que pouvez-vous faire pour diminuer l'anxiété? Lucie, as-tu déjà pensé à embaucher un père aidant? Un père aidant? Oui. J'ai pas compris ta question. Alors, père je aidant? répète, si la contrainte sévère à l'emploi a comme objectif le retour au travail, si l'anxiété est trop forte, que pouvez-vous faire On pour comprend diminuer pas. l'anxiété? OK. Ben, nous autres, on avait quelqu'un qui souffrait vraiment d'une sévérité concernant le stress, l'angoisse. Ça a pris quelques années avant qu'il absorbe et qu'il comprenne mieux sa maladie. Ça, avant de l'envoyer en stage en milieu de travail, ça a pris 4 ans et demi avant que la personne ait confiance en lui parce qu'il vivait du stress intense et de l'anxiété sévère. Ça, je peux vous dire, ça prend du temps. Il faut que la personne apprenne à se faire confiance. Nous, on avait un dans le groupe, il est encore avec nous, ça fait 7 ans, 8 ans qu'il est avec nous. Mais une grande, nette amélioration de ses lacunes parce qu'il a compris comment mieux gérer son stress, son anxiété. Mais ça prend du temps, de la patience et lui faire confiance. Aujourd'hui, il va très, très bien. Il est heureux. Il est capable de mieux gérer ses émotions. Comme je vous disais, la formule, la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, ça fait des miracles. Mais je vous le dis, là, parce qu'on enseigne ça de plus en plus à nos participants, puis ça fonctionne, la gestion des émotions. Ça fonctionne, ça, de plus en plus. Aussi, nous autres, on a un volet, j'ai oublié de vous dire, lors de la mission du CSSM, nous autres, on accompagne les familles des personnes atteintes de maladies mentales au palais de justice, à l'hôpital. Vous savez, des fois, lors de psychose, les personnes ne reconnaissent plus qu'ils sont malades et ils deviennent même dangereux pour eux autres mêmes, la psychose. Vous savez ce que c'est qu'une psychose? C'est que les gens perdent le contact avec la réalité. Et à ce moment-là, nous, on accompagne les familles quand la personne, leur proche, ne veut pas se faire soigner. Et ça, je vous dis, c'est pas le fun, là, aller chercher une P38 parce qu'on doit aller demander l'aide des policiers de l'ambulance pour les amener à l'hôpital. Mais c'est nécessaire parfois, avec la famille, pour aider la personne qui ne veut pas se faire soigner à comprendre que, vu qu'elle n'a plus le contact avec la réalité, on doit la prendre en charge et l'aider à se faire soigner par l'entremise d'une P38. Est-ce que vous voulez avoir des questions davantage sur la P38? Parce que nous, on fait ça souvent. Nous, on est des spécialistes là, de la P38. On accompagne les familles. Je dis, ben là, mon frère, ma soeur, mon conjoint, ma conjointe, elle est déconnectée de la réalité, puis elle ne veut pas se faire soigner, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, on va chercher une P38 au palais de justice pour les obliger à se faire soigner. Ça, c'est un volet qu'on a vraiment développé avec les années, puis on est des spécialistes de ça. Madame Couillard, je reviens à l'intervention de Mme Riendo tantôt, où elle parlait de l'embauche possible d'un père aidant. Est-ce que vous avez déjà fait cela? Un parent? Un père aidant. Un père PAIR aidant, oui. Oh non, un père aidant, on n'a jamais embauché ça. Premièrement, on n'a pas les reins assez solides, on n'a pas assez d'argent pour embaucher un père aidant, mais ça va venir. On voudrait vraiment, l'avenir est à ça. Nous, on croit en ça, le père aidant. On veut vraiment en embaucher. La prochaine embauche, ça va être un père ou une père aidante, quelqu'un qui a vraiment suivi le cours, tout ça. Ça, je vous le dis là, parce qu'on veut agrandir, on veut vraiment élargir notre mission. C'est ça, c'est avec un père aidant, ça, c'est sûr. Ça s'en vient. Je change de la diapo? Oui, s'il vous plaît. On suit l'équipe. Mais comme vous savez, ben, il y a une direction, c'est moi, la directrice. J'ai présentement 2 employés, un intervenant et une agente administrative. En passant, mon agente administrative, elle est très
compétente. Ça fait 8 ans qu'elle travaille avec moi. Elle est atteinte de schizophrénie, mais si vous la verrez, là, ça ne paraît pas du tout. Elle est excellente. Elle est très débrouillante. Et moi, c'est vraiment une pierre précieuse pour moi. Je ne pourrais pas m'en passer de mon agente administrative. Elle est très compétente et elle adore son travail. Elle travaille avec une passion. Mon intervenant, je le lis depuis le 23 octobre. C'est un jeune intervenant de 39 ans. Il a beaucoup de potentiel. Il communique très bien. Mes participants du programme Pense Action l'aiment beaucoup. C'est une pierre précieuse aussi. J'ai une bonne équipe. Et quand on a un organisme, c'est les employés et les bénévoles qui sont importants. On a des stagiaires. Nous autres, on embauche, pas embauché, mais on est des stagiaires qui viennent des cégeps. Saint-Jean-sur-Richelieu, le cégep de Montréal, le vieux cégep de Montréal, on a 2 à 4 stagiaires par année, des fois 5. On en prend 2, ça dépend le volet observation puis le volet psychoéducation. Depuis au moins 15 ans, on embauche des stagiaires. Je trouve ça important pour la relève et apprendre directement avec une clientèle. Eux autres trouvent ça fantastique parce qu'on les aide vraiment à être sur le terrain et apprendre avec des vraies personnes. Eux autres sont contents d'apprendre avec une vraie clientèle et avec des vraies personnes. Puis on voit les jeunes, moi, j'ai confiance au futur, ils sont bons et ils veulent. Et on a comme en travail social, en technique de travail social, on a aussi en psychoéducation. Mais vu la COVID depuis 1 an, on ne l'a pas à cause de la COVID encore une fois. Mais sauf qu'on est en train de l'inscription pour l'automne parce que moi, je crois que cet automne, on va revenir comme avant à cause de la vaccination. Je suis convaincue qu'on va être presque tous vaccinés à 70% au moins. Dès cet automne, je suis très optimiste. Puis aussi, on a une étudiante l'été on lui permet de travailler avec une clientèle. L'été, on a toujours des étudiants du cégep ou même de l'université première année. Au moins depuis 7-8 ans, on a toujours des étudiants l'été qui travaillent au moins 2 mois avec nous. Ensuite, c'est ça. Si vous regardez le Pense Action dans le bleu, ça couvre le 45% de nos services qu'on donne dans la collectivité. Ensuite, le soutien aux familles et aux proches, vous voyez, c'est 10%. Ensuite, vous avez le Pige-Embarque qui est de plus en plus populaire. Le Pige-Embarque, ça représente 15%. Les visites et accompagnements, c'est 5%, comme je vous dis, la cour, les visites avec les familles lorsqu'ils ont un proche atteint et qu'ils veulent avoir beaucoup d'informations. Et de plus en plus aussi, j'ai des visites, pas des visites, mais du soutien individuel. Ça veut dire que les gens qui veulent me rencontrer pour mieux gérer leur stress ou leur trouble de personnalité limite, peu importe, je les rencontre individuellement pendant des semaines et des semaines. Ça peut prendre 2 à 3 mois. Et des fois, il y en a de 5 mois. Ça, c'est un service qu'on a. Mais malheureusement, j'ai des listes d'attente parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Je ne peux pas prendre 10 en même temps. C'est long et la liste est de plus en plus longue. Malheureusement, il va falloir que j'embauche des gens bientôt pour suffire à la demande qui est de plus en plus grande. Aussi, les conférences, vous voyez, c'est le petit vert, 5%. Visite accompagnement, le 5, il y a 2 verts dans le vert, si vous voyez, là. Il y a un 5 pour l'accompagnement et conférences, puis un 5 pour les visites et accompagnement. Fait que les conférences, vu encore la COVID, on donne plus de conférences parce que les gens, on va peut-être en donner cet automne, si encore c'est en présentiel, c'est sûr, parce qu'on a des conférences en attente. Parce qu'ils ne veulent pas se donner en Zoom, parce qu'ils ont peur en tout cas, je ne sais pas trop, là, ils disent qu'ils ont des brevets de ça, puis les chercheurs surtout ne veulent pas donner des conférences par Zoom. On respecte ça.
mais dès qu'on va être capable, on va pouvoir reprendre ça cet automne. Les statistiques de près de 3000 appels par année. Puis ça, c'est vrai qu'on a énormément d'appels et de plus en plus, on a des appels de 2 sur CSSM. Aussi, il y a l'écoute, beaucoup d'informations, des appels de détresse. Vous voyez, le rouge, c'est 20 puis je dirais que cette année, ça va monter peut-être jusqu'à 30 parce qu'on a eu beaucoup d'appels de détresse cette année. Puis aussi, l'accompagnement à l'hôpital et en cours, si vous regardez le vert, c'est 10 mais cette année, j'en ai eu beaucoup plus que les autres années, en 2020-2021. Ça a été plus et aussi, la cour… Moi, j'aurais une question. Oui, Marine. Sur l'autre diapositive précédente, c'était marqué « entendeur de voix ». Oui. Tu pourrais-tu nous parler un petit peu du groupe des entendeurs de voix? Ah oui, les entendeurs de voix, ben écoutez, on a un groupe qui est formé depuis au moins 5-6 ans. À chaque… Mais là, eux autres aussi, ils font l'écoute des gens qui veulent en apprendre davantage que les entendeurs de voix. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des entendeurs de voix. C'est des gens qui entendent des voix. Moi, j'ai une fille atteinte de schizophrénie, elle entend beaucoup de voix. Mais elle, ses voix, c'est toujours le même personnage. Ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Des fois, la personne peut être gentille, fine, aimante. Mais d'autres fois, c'est l'inverse. Pour ma fille, je vous parle là, parce que ma fille m'en parle de ses voix de plus en plus. Les voix sont parfois malveillantes, sont vraiment, ils leur donnent des indications négatives. Parce que Nathalie a dit, ben écoute, là, ils veulent que je me tue, ils veulent ci, ils veulent ça. Des fois, les voix sont dangereuses et malveillantes pour les gens qui entendent des voix. Et c'est très souffrant d'entendre des voix. Et nous, on regroupe ces gens-là. J'ai toujours 2 personnes qui travaillent depuis au moins 6 ans. Il y a Daniel Hervé et Diane Charon, 2 bénévoles forts, très occupés, puis qu'on aime beaucoup parce qu'ils donnent énormément de temps pour le groupe des entendeurs de voix, parce que c'est un volet qui existe au moins depuis 6 ans qui font ça. Moi, je le faisais moi-même avant. Je rencontrais des gens, on se rencontrait régulièrement, et Diane et Daniel Charon et Daniel Harvey ont continué, puis c'est un franc succès. Là, présentement, ils sont comme nous en Zoom, mais ils ont toujours les mêmes personnes, puis des fois, ça fait 2, 3 ans, 4 ans que les personnes les suivent de plus en plus. Donc, les personnes ont besoin de mieux comprendre leur voix, puis plus qu'ils comprennent, plus qu'ils vont en parler, parce que souvent, les gens se sentent stigmatisés et n'en parlent pas de leur voix. Souvent, les gens ne veulent pas parler de leur voix. Mais avec ce groupe-là, ils rencontrent beaucoup de gens, puis quand tu parles de tes voix, ils se sentent moins stigmatisés avec des solutions et leur voix. OK, merci. Merci, Lorraine. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport aux entendeurs de voix? OK, on peut continuer. Moi, j'ai une intervention, là. Madame Irindo me dit, il y a des trucs pour les entendeurs de voix. Je ne sais pas, là. Peut-être, Madame Irindo, précisez votre question. Oui, s'il vous plaît. Oui, je pense que Lucie vient d'y répondre. C'est qu'ensemble, ils vont trouver des solutions pour arriver à gérer leur voix. Voilà. Parce que la médication, les antipsychotiques, des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps avec les personnes qui entendent des voix. Fait que, donc, entre eux, là, ils se donnent des trucs, des solutions pour apprendre à gérer leur voix. On va continuer à en avoir, mais ils vont être capables de les gérer. C'est ça. Tu as répondu à la question, Lucie. Merci. Merci, Cam. Oui, OK. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Par rapport
entendeurs de voix. Écoutez, nous autres, ça fait 6-7 ans qu'on fait ça, si c'est pas plus, parce que moi-même, j'ai participé pendant un certain temps avec un groupe d'entendeurs de voix. Puis je trouve que les gens, c'est parce que, vous savez, ces souffrances, ça atténue, ça va atténuer les voix, mais ça ne les enlève pas, peu importe la médication, peu importe quoi, les voix sont là pour rester. Et ça, il faut qu'ils apprennent à vivre avec leur voix. Mais parfois, on trouve des petits trucs pour mieux gérer ça. Vous savez, c'est très souffrant. Ma fille en entend beaucoup de voix. Et c'est très souffrant pour elle. Des fois, elle entend tellement qu'elle est plus capable de... Il faut qu'elle aille se coucher parce que c'est trop fort. C'est très souffrant. On va continuer. On poursuit. Oh, merci, Jean-Marc. Jean-Marc, je m'excuse, je suis un peu en retard. Lucie, comment se fait-il? C'est quoi le processus? On entend des voix à l'intérieur de soi. C'est-tu biochimique? C'est quoi l'idée, là? C'est le cerveau? Pour la personne qui entend des voix, c'est vraiment réel, là, tu sais. Moi, j'ai ma fille qui entend toujours la même voix, au moins depuis 30 ans, c'est Jim Morrison. Puis c'est rendu des fois, c'est son ami, son chum, son conjoint, puis un enfant, puis c'est comme ça serait vrai, là, pour elle, c'est vraiment vrai, là. Puis elle est tellement habituée avec ses voix que elle, pour elle, c'est normal, mais elle a trouvé des trucs pour atténuer, pour moins souffrir. Tu sais. Jim, ben, elle dit des fois, il n'est pas gentil, des fois, il est méchant, des fois, il veut se séparer avec, tu sais, des fois, on m'en parle vraiment ouvertement. C'est comme ça serait vrai, là, on parle comme ça serait un vrai chum, mais c'est ses voix, c'est dans son monde imaginaire. Oui, mais c'est un monde imaginaire, c'est pas réel. Oui, mais... Oui, mais Lorraine. Oui, mais comme Maurice se demandait, qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques là-dessus? C'est biochimique, c'est psychologique, psychique, c'est quoi? Mais ça fait partie de la maladie mentale. C'est pas biochimique, mais c'est surtout sur un côté dans le cerveau, c'est une maladie du cerveau. Ces voix-là, c'est dans leur monde. Puis c'est comme quand ils veulent se protéger. Ben, ces voix-là les protègent aussi des fois. C'est dans leur monde intérieur, dans leur bulle. Puis pour eux autres, c'est vraiment vrai d'entendre des voix. Là. Ils les entendent vraiment. Nous autres, on dit, ben non, tu peux pas. Oui, mais pour eux autres, c'est vraiment vrai. Ils entendent vraiment des voix. Là. Mais ça, c'est vraiment dans le cerveau que ça se passe. Tu sais, puis je pense que Nathalie, aujourd'hui, elle sera plus capable de s'en passer de ses voix. Parce que ça fait trop longtemps, ça fait 30 ans qu'elle a des voix. J'ai Rosalie. Oui? J'ai Rosalie pour vous qui a une question. Oui. Oui, moi, c'est pas vraiment par rapport aux voix, là, mais c'est plus pour le P38. Je me demandais comment ça se passe quand les policiers ils réfèrent les gens à vous, par exemple. C'est à court terme, c'est quoi qui... Bon, à court terme, bon, c'est pas compliqué. Nous, quand on va en cours, ça prend 2 membres de la famille. Ça prend souvent soit le conjoint, soit la maman, soit le frère, la sœur. On l'obtient tout le temps. Moi, c'est rare. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Et à chaque fois que je suis allée vous dispenser, mais on a reçu la P38 de la juge. Mais par contre, quand j'ai sorti de la cour, puis elle avait reçu un courriel de son conjoint qui disait, ben là, je suis partie me faire soigner dans une clinique avec mon père, puis je veux vraiment changer parce qu'il commençait peut-être à faire un délire, je ne sais pas quoi. Mais sauf que moi, je lui ai dit, avant, parce que vous savez que le P38, c'est marquant, c'est prendre quelqu'un et mettre une civière, une personne, disons, c'est traumatisant hein, pour toute la famille, peu importe qui. Là. Fait que moi, j'avais conseillé aux deux sœurs, écoutez, si vous pouvez communiquer avec avant de faire venir la police et l'ambulance, pouvez-vous communiquer un peu avec... elle l'a fait, ça a réussi, ça marchait. Lui, il a décidé, il dit, OK, je vais aller à la clinique. Puis, il a répondu, OK, je vais me prendre en main.
savez, avant, la P38, là, c'est comme, c'est le dernier recours. Si on peut trouver un moyen de communiquer, de parler, d'échanger, c'est ça qu'on souhaite, que la personne, même si elle ne veut pas, mais de faire comprendre que il n'y a pas d'autre moyen présentement pour la protéger son environnement. Mais sauf qu'avant d'arriver là, on peut communiquer si la personne est apte, mais si elle est inapte, il n'y a rien à faire. C'est sûr que la P38, c'est pour protéger pour la personne et son environnement, sa famille. C'est le dernier recours, moi, j'appelle. Parce qu'avant de me rendre là, moi, on va essayer bien des choses, parce que des fois, ça marche. Et il faut l'essayer. Mais moi, c'est une de mes forces, c'est de réussir la personne à se faire soigner. Mais si elle est vraiment en psychose, elle est dangereuse pour elle-même et pour les autres, on n'a pas le choix parfois, la P38. C'est ça, malheureusement. C'est ça, le problème avec les gens qui souffrent d'une psychose sévère. OK, mais c'est ça. Oui. Je veux juste être sûre, dans le fond, là, quand les deux sœurs se sont présentées avec vous, ils ont exposé les symptômes que le mari avait. Tout à fait. Devant la juge, il fallait accepter la P38. Je savais que, parce que deux psychologues, j'accompagnais deux psychologues, une qui travaillait dans une école et l'autre avait son bureau privé. Et on est allé en cours et je leur ai dit, on va l'avoir, parce que les psychologues, écoutez, c'est des gens spécialisés dans le domaine. Mais moi, je leur ai dit, après, quand on a sorti, j'ai dit, puis elle m'a dit, il a texté. Son conjoint avait texté une des sœurs, puis elle dit, il dit, OK, il dit, là, je suis partie avec mon père, je vais à la clinique, je vais aller prendre un rendez-vous, je veux changer. Fait que là, j'ai dit aux sœurs, j'ai dit, écoutez, prenez ça au sérieux, appliquez pas tout de suite la P38, essayez une communication. En fin de compte, le lendemain, ils m'ont appelé pour dire que ça a fonctionné. Lui a décidé de se faire soigner, mais sans la P38. Parce qu'une P38, ça dure 48 heures. Après 48 heures, c'est plus bon, une P38. Merci beaucoup. Lucie, pour compléter ce que tu dis, moi, travaillant avec les familles, c'est très dur pour les familles de compléter ce formulaire-là. Parce que les familles, là, il y en a même des fois qui vont s'y prendre par 5 fois avant de se décider. Ils rencontrent un intervenant comme Lucie, puis des fois, ils ne se décideront pas. Ça va prendre 5 à 6 fois. Parce que là, une fois qu'ils ont complété ce formulaire-là, qu'ils ont passé devant le juge, ils vont porter le formulaire au poste de police et c'est la police qui va chercher. La police. Fait que, tu sais, quand tu arrives deux policiers puis toi, comme patient, tu ne veux pas aller à l'hôpital, tu fais la P38 pour ça, pour qu'il soit traité, puis que tu ne veux pas y aller, puis là, la police, elle arrive avec deux policiers qui te prennent de force pour t'amener à l'hôpital. Imaginez-vous le stress que ça peut causer aux familles, la culpabilité aussi qui est avec ça. Fait que c'est comme Lucie elle a dit, c'est vraiment le dernier recours. Il faut, même s'il est en psychose, il faut essayer de le convaincre, il faut essayer de prendre tous les trucs possibles. Des fois, ça marche, tu sais, quand tu as une bonne relation avec, ou une personne significative, ça peut être un ami aussi. C'est mieux ça que de faire la P38. Effectivement. Parce qu'il reste avec... Il y a un traumatisme, c'est traumatisant pour la famille, pour la personne elle-même qui est en psychose. Ça dérange toute la famille. Moi, j'ai vécu des chocs avec des familles. Mon Dieu, la famille était ébranlée, ils étaient ébranlés pendant des semaines. Là. Puis ils le regrettaient, parce que la personne qu'on hospitalise, souvent, là, elle est fâchée, là, elle va être fâchée longtemps. Là, si on peut trouver, comme dit Diane, là, une communication, puis être patient, tout ça. Mais c'est sûr que des fois, on n'a pas le choix, mais d'autres, on peut vraiment essayer de communiquer puis de convaincre surtout la personne qui est en psychose de se faire soigner. C'est toujours mieux. C'est la force, là. Il n'y a rien de fun dans ça. Là. J'ai Sébastien Caillé qui a une question pour vous. Oui. Moi, c'est plus un exemple de psychose. C'est en lien avec la P38. On a un couple d'amis où son mari, qui est schizophrène, est tombé en psychose en Italie. Il a fallu qu'il prenne un avion pour revenir. Et quand c'est arrivé, quand ils sont revenus,
crois-moi qu'après AP38, parce qu'il ne voulait rien savoir. Ah. Ça, c'est un exemple que tu es dans un autre pays, tu n'as pas les mêmes recours. Là. C'est pas pareil, puis c'est loin d'être le fun, là, parce que ça peut virer vraiment en désorganisation totale, puis là, ils ont perdu le contrôle, puis c'est sûr que c'est dangereux pour ceux qui l'accompagnent et lui-même, puis dans un autre pays, ils peuvent l'envoyer en prison, puis là, il peut rester là longtemps, là. C'est tous les dangers que cela peut occasionner une personne en psychose dans un autre pays, c'est encore plus stressant, plus inquiétant. Il a fallu qu'elle le convainque, là, mais il a Oh, décidé de revenir, là, mais... Incroyable. Il s'est-tu fait soigner? Oui, il n'y avait pas le choix. Il y avait un ordre de la cour. Ah, OK. En arrivant ici, il y a eu... Oui, ça n'a pas niaisé. Là. Ah, ouais. Une ordonnance. Disons qu'elle n'a pas aimé l'expérience du tout. Là, oui, OK. Est-ce qu'on a d'autres questions, interventions? Comme on voit, si vous voyez le programme Pense-Action, vous voyez, on a 17 participants, accompagnés et suivis de l'intervenant, activité de réinsertion sociale. Et là, comme je vous disais, développer ses habiletés, acquérir de la confiance et de l'estime de soi, briser l'isolement, créer un réseau social et cheminer vers l'employabilité en effectuant des stages. Mais comme je vous disais dans ça, quelqu'un travaillait à temps plein, oubliez ça, et travaillait à temps partiel temporaire, mais il ne faut pas viser trop haut non plus. Hein? Il faut être conscient que ces gens-là ont des limites. Chacun sa limite, mais chacun différemment. Ça peut être quelqu'un qui est capable de faire 3 jours de bénévolat, mais sans avoir de pression. C'est sûr qu'il peut faire ça longtemps s'il est passionné et s'il aime ce qu'il fait. Par contre, d'autres, ça va être seulement que l'après-midi parce que le matin, c'est trop lourd à cause de la médication qui rend les personnes plus limitées. Parce qu'à cause de la médication, des fois, elle est forte, ça demande beaucoup d'habileté. Puis, tu sais, quand tu prends beaucoup de médication, ben, tu as de la misère le matin à avoir toute ta tête à toi parce que c'est trop lourd. Il faut penser à ça. La prochaine, s'il vous plaît, Jean-Marc. OK. Puis Jean-Marc, comme je vous disais, ben, les principaux objectifs, c'est de contrer l'isolement, s'intégrer socialement, développer des habiletés, l'autonomie, l'estime de soi, créer son propre cheminement par l'atteinte d'objectifs, aider la personne à se rétablir tout en respectant ses limites et sans pression au niveau du travail. Comment? Suivi ou non avec une intervenante sur place, 10 rencontres prévues, l'activité de ressourcement par semaine, croissance personnelle, méditation, tai chi, etc. Fait que ces gens-là qui ont perdu leur programme Pense-Action, nous, on les reprend en charge jusqu'à temps, ça peut durer, puis Jean-Marc, ça peut durer plusieurs années. J'en ai une, ça fait au moins 8 ans qu'elle est avec nous, puis dans ce programme-là, elle est très heureuse parce que ça lui permet de contrer l'isolement et de s'intégrer socialement. Ça, c'est les principaux facteurs qui font en sorte que la personne veut rester dans son environnement immédiat. Jean-Marc, j'aimerais dire quelque chose à Lucie. Bonjour, Marie-Paul. Oui, Lucie, c'est ma grande amie. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Je t'ai toujours admirée. Je vais t'envoyer ce que je dis, là, je vais te l'envoyer par courriel. Alors, je t'ai toujours admirée pour ton engagement imperturbable. Tu es vraiment dédiée aux personnes atteintes de maladies mentales. Tu t'es spécialisée, tu as poursuivi des études, tu interviens dans les médias, tu es très engagée politiquement aussi. Tu as un cœur grand comme le monde. Heureusement que tu fais beaucoup de sport pour t'aérer l'esprit et te ressourcer. Et tu as publié un livre aussi. Merci, Marie-Paul, tu es bien gentille. Oui, c'est parce que c'est mon engagement social. C'est parce que moi, en m'engageant socialement, ça m'aide à passer à travers ma grande épreuve. Vous pourriez peut-être le montrer. Pardon? Vous pourriez peut-être le montrer, votre livre, Madame Priard. Oui, c'est mon livre. Mais je pense que plusieurs le connaissent, mon livre Schizophrénie, oui. Ça a pris plusieurs années à l'éditer, à le monter, mais sauf que
je suis fière de ça parce que c'est vraiment un bon livre. Diane en a acheté un, puis je pense qu'elle l'aime beaucoup. Parce que je ne l'ai pas acheté encore, Lucie, mais je veux l'acheter quand je vais aller chez toi le chercher. C'est bien fait, merci, Diane. Oui. C'est un livre qui répond beaucoup à des questionnements par rapport à la maladie mentale. C'est un livre qui donne beaucoup d'informations, puis aussi pour vous aider à mieux comprendre la maladie de la schizophrénie. C'est ça. Rosalie a une question pour toi. Oui. J'aimerais juste savoir où on peut se procurer le livre. Ah, au bureau. Puis vous pouvez l'avoir dans les librairies. Les librairies du Québec, il est présentement en vente partout. Dans les librairies, tout ça. C'est un livre fort intéressant. Je vais en écrire un autre bientôt là, sur la trouble de personnalité limite. Je travaille présentement à monter quelque chose avec quelqu'un qui a vécu avec une mère qui était TPL et elle-même est TPL, mais est en train de vraiment de se passionner dans son domaine parce que je l'aide beaucoup et je trouve ça extraordinaire. Elle a beaucoup changé. Grâce à l'intelligence émotionnelle, ça a transformé cette femme-là incroyablement. Fait qu'elle va écrire son livre et je vais l'aider à écrire son livre. Merci beaucoup d'ailleurs. On va avoir un nouveau livre. Avez-vous d'autres questions? On va continuer, Jean-Marc, si on continue. Par rapport au Jean-Marc, l'avenir du CSSM, l'avenir du CSSM, la pérennité du CSSM, c'est parce que moi, je crois à la force des gens. Le bénévolat, c'est vraiment une force que les gens, quand les gens viennent faire du bénévolat au CSSM, c'est parce qu'ils croient à la cause, ils veulent faire partie du développement de la collectivité, surtout la maladie mentale. Actuellement, nous recevons du financement du C3S de la Montérégie Centre-Emploi, mais ça nous en manquerait encore un peu parce qu'on voudrait embaucher une autre personne parce qu'il y a des besoins énormes présentement. On a besoin d'engager un second intervenant, oui, parce qu'on a de plus en plus d'appels de détresse chez les hommes. Ce que je constate là, depuis cet automne, beaucoup d'appels d'hommes en détresse qui ont besoin d'aide et qui souffrent de maladies mentales. Mais avant, ils n'en parlaient pas, les hommes. Mais là, ils souffrent. C'est ça que je trouve beau, les hommes, les jeunes hommes même de 30, 25 ans, tout ça, qui nous appellent et qui nous parlent de leur détresse. Ça, je trouve ça beau, puis je me dis, wow! Parce qu'avant, les hommes n'osaient pas parler de leur maladie mentale. Fait que je trouve ça fort intéressant dans l'avenir. Mais sauf que ça prend du monde, ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui sont prêts à se repousser les manches, à dire, oui, on va aider ces gens-là. Mais vous savez qu'il va manquer bientôt des intervenants dans le domaine de la maladie mentale, hein? Vous saviez vu ça. On va en manquer bientôt parce qu'il y a de moins en moins d'intervenants disponibles parce qu'il va y avoir une pénurie. Fait qu'il y a des besoins de locaux aussi plus grands parce que nous autres, bientôt, on va déménager. Dès que la COVID, le confinement, on veut vraiment déménager. Moi, je suis en train de vendre ma maison et on veut s'agrandir. On a besoin de s'agrandir, c'est trop petit. Un prochain défi, c'est d'avoir des locaux, des plus grands locaux pour répondre aux besoins des gens dans notre société, dans la collectivité surtout de la Grande Montérégie. Ben, c'est ça. Je voulais vous dire, on continue. Jean-Marc, as-tu d'autres? Il n'y en a pas d'autres, mais pour le diaporama, il se termine là. Mais pourriez peut-être parler, dire quelques mots au sujet de votre collègue, M. Bourassa, qui a un blog. Ah oui, oui. Oui. OK. Ben, Yves, son blog, il vous a donné son... oui. Yves, es-tu là, Yves? Oui, je suis là. OK, Yves, veux-tu parler de ton blog? Les gens voudraient savoir davantage. Là. Oui. Alors, je vous invite à lire le message d'accueil qui prend à peu près 7 lignes de long en haut de la page, qui dit à quelle date on peut trouver les messages qui sont les plus percutants. Okay. Alors, ça invite, par exemple, le message sur les activités en lien avec la schizophrénie dans la région de Montréal. Ça inclut toutes sortes d'autres articles.
pour trouver l'article, c'est enregistré selon la date à laquelle ça a été enregistré en premier. Donc, on clique sur les triangles noirs qui sont des têtes de flèche à droite. Okay. D'abord, on clique sur l'année. On clique la tête de flèche. Ensuite, ça va indiquer les mois pour lesquels il y a eu des articles décrits. Ensuite, vous cliquez sur le mois. Puis là, ça ouvre les titres des articles du mois. Puis vous pouvez le choisir là-dedans. En mars, j'ai fait 10 articles. En mars 2021. Wow! Il y a une moyenne d'une trentaine d'articles. Ouais. Oui, puis c'est moi qui ai écrit, sauf quelques articles que c'est clairement indiqué que ça vient de quelqu'un d'autre. Okay. C'est surtout des articles plus anciens à ce moment-là. Hey, Madame Couillard, vous dites que vous avez un nouveau site web, hein? Je vais le prendre en note. C'est quelque chose comme CSSMM. Oui, c'est parce qu'on a changé. C'est un nouveau site, mais c'est la même chose, sauf que si tu cliques dessus, tu as un nouvel environnement, un nouveau site qui est plus récent, qui est plus moderne. C'est M. Michel Paradis qui est en train de monter. C'est pas terminé encore. Alors c'est toujours schizophrénie-montérégie. Oui, c'est ça, c'est la même, mais sauf que l'autre est en construction. Il n'est pas terminé encore. Ah bon? C'est .org ou .ca. .ca, OK. Mais il n'est pas fini encore, fait qu'il est en pleine construction. C'est plutôt se moderniser, le rendre un peu plus attrayant dans le sens que, tu sais, des fois, il faut changer, il faut se mettre à jour. Ah oui. Il faut se moderniser. Je crois, Mme Couillard, pour terminer notre soirée, on a 2 interventions pour terminer. J'ai Jade Gauthier et Maurice Rainville, probablement pour un mot de conclusion ou une question. Alors, Jade, je te laisse pour ta question. Moi, c'est vraiment une courte question. C'est juste pour savoir si les services que vous offrez, comme l'accompagnement, le passe-action, est-ce que c'est tous des services gratuits? C'est toujours gratuit, oui, ici. Sauf, la seule chose qu'on demande aux gens, c'est de devenir membre. Okay. Ça coûte 10 $ par année. C'est tout. Le reste, la passe-action, c'est gratuit. Mais certains cours, par contre, ça coûte 25 $. Comme les cours d'intelligence émotionnelle, on donne présentement des cours d'intelligence émotionnelle avec un groupe de troubles de personnalité limite. On a des cours pour le mieux-être donnés par Olivette Trousseau, qui est une experte dans ça, qui a 35-40 ans d'expérience. Tout le monde l'aime. On a des groupes comme ça. On a différents groupes pour différents secteurs d'activité. On a des cours les entendeurs de voix. On a la croissance personnelle. On a 2 sortes de croissance personnelle. On a différents ateliers aussi. Tout dépend des besoins de la personne. Mais comme je vous dis, il y a des cours qui sont trop de gens, ils les attendent pour différents cours aussi. OK, Maurice. Alors, ma question, c'est juste une information que j'aimerais avoir. Est-ce que tantôt, on a vu une dame de la Fondation de la schizophrénie, Émile Nelligan. Oui. Est-ce que c'est cette dame-là qui est en train d'écrire le livre dont vous parliez tantôt? Non, du tout. Vous voulez dire Marie-Paul Carrier? Parce qu'il y a Diane. Il y a Diane aussi, laquelle que vous parlez? Ah, avec la fondation, c'est Diane. C'est la fondation. OK. Je ne sais pas, il y avait Diane tantôt. Carole. Hein? La fondation, c'est Carole Lavallée qu'on a. Ah, c'est Carole, elle est là. OK, Carole, elle vient d'arriver. OK. Bonsoir. Je parlais de toi tantôt, Carole. Les cours. Oui, les cours d'intelligence émotionnelle. Mais Carole, c'est ça, c'est une personne qui travaille comme bénévole. Elle donne des cours sur l'intelligence émotionnelle. Puis elle est très, très compétente. Puis c'est elle qu'on va écrire le livre ensemble sur le TPL. C'est Carole, mais on l'a perdu, on l'a plus. Et puis là.
On a perdu quelques personnes, je ne sais pas comment ça. Là. Oui, Olivette Rousseau vient J'ai Mme d'arriver. Riendo qui a un commentaire pour vous. Olivette? Non, Oui, c'est Carole bonsoir. Lavallée, Marie-Paul. C'est Carole Lavallée, Marie-Paul. Là, quand tout le monde parle en même temps, on ne vous saisit pas, mesdames. Là. Allons-y un à la fois. Là. La Fondation de schizophrénie, Émile Nelligan, pouvez-vous allumer votre micro, s'il vous plaît? Désolé, hein, je parlais tout seul, genre sans faire connaître, désolé. Je ferme juste ma caméra, Lucie, parce que je suis dans la cuisine. Alors, je profite de faire deux choses en même temps. Bonjour Marie-Paul, tu as déjà été mon enseignante au secondaire à Gérard-Filion il y a des années de cela. Des années au centre qui était donné par l'ancienne intervenante. Et je me suis dit, après avoir suivi l'atelier, que c'est ça que je voulais faire le reste de mes jours. Alors, à un moment donné, Lucie a affiché qu'il recherchait quelqu'un pour animer le groupe et je me suis présentée. Finalement, j'ai été sélectionnée. Depuis 2 ans et demi, on met bientôt 3 ans, la première année en non présentiel, donc en visioconférence. C'était toute une différence, une belle expérience. On va voir ce que ça va donner. On est juste rendu à la 3e rencontre cette semaine, alors pour le dernier groupe inscrit. Ça, je le fais à l'extérieur avec les TPL, les groupes TPL spécifiquement cette année. On va en ouvrir un pour les hommes aussi éventuellement, on en discute. Et je le fais aussi dans le Pass Action. Donc, l'intervention avec les participants du centre et avec les grands publics, elle est très différente aussi via leur compréhension. Et souvent, les gens qui s'installent reconnus, à moins qu'on spécie là, un groupe en particulier, comme cette fois-ci. Et la raison étant qu'on veut homogénéiser le groupe pour que les gens se sentent concernés ou qu'ils savent de quoi l'autre parle. De façon à ce que ils puissent en profiter et retirer le plus de bienfaits possible. Je fais aussi le groupe de français d'art-thérapie et je m'occupe de la fondation. C'est un peu ça. Avec Lucie, on prévoit, oui, d'écrire un livre. Le squelette est en train, enfin, il achève. Et on prévoit également, bonjour Olivette, on prévoit également faire, comme on fait ce soir, là, 2 ou 3 petites vidéoconférences. En tout, on prévoit faire un genre de document, reportage, comment on l'appellerait, Lucie? Documentaire. Les 3 premières séances. Bon, une séance documentaire. OK, merci. Et après, le livre, et après, on verra. Où l'avenir nous mènera. TPL, moi, j'ai découvert ça, j'avais 40 ans. J'en souffrais, puis je le savais pas. Bon, en fait, je savais que je souffrais, mais je savais pas de quoi. Alors, vous allez tout découvrir ça via nos futurs projets. Bien, merci. Bon, merci. C'est bon. Merci, Carole. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais mon commentaire. Là. Pour commencer, je voudrais féliciter M. Bourassa. Je pense que ça ferait un excellent père aidant. Yves, ça ferait un excellent père aidant. Fait que, Lucie, je te lance le message. Oui, OK. L'autre chose que je veux parler, c'est un commentaire qui, moi, m'a été fait il y a plusieurs années. Mon fils, il a un diagnostic de schizophrénie et on dit souvent qu'il est atteint de schizophrénie. Je l'ai entendu encore ce soir, atteint de schizophrénie. Avec Luc Vigneault, dans son livre, je ne suis pas une maladie, je suis une personne. Je ne dis plus jamais le mot atteint parce que je me suis fait reprendre dans une association de parents, dans un colloque. Eux autres, ils disaient, il vit avec la maladie, il vit avec une maladie mentale, il vit avec une bipolarité. Fait que donc, je reprendrais même le pape. Maintenant, là, ça fait plusieurs années que je ne dis plus atteint
Parce que l'association qui m'a repris, il a dit, pour nous autres, là, le mot atteint, c'est comme si on te lance un poignard. Tu sais? C'est comme si la personne reçoit un poignard dans le cœur. Tu sais? Fait que moi, mon fils, il vit avec la schizophrénie. Il n'est pas atteint de schizophrénie. Comme ça, on va le voir plus comme une personne que comme une maladie. Fait que c'est mon commentaire. Je reprends ce soir toutes les personnes qui ont dit « atteint ». C'est mon commentaire. C'est sans rancune. Il faut s'habituer, hein? Il faut s'habituer parce que la schizophrénie, c'est la maladie la plus invalidante. C'est aussi la maladie la plus stigmatisante. Donc, quand tu dis « atteint de », mais là, s'il vit avec la schizophrénie, c'est comme la personne, elle vit avec une maladie. Oui. Comme elle peut vivre avec un diabète, comme elle peut vivre avec un cancer qui est en rémission. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est mon petit message, c'est mon petit commentaire pour ce soir. Merci, Diane, j'apprécie. Oui, fait que ça me fait très plaisir cette soirée-là. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue. Et tu es toujours aussi. Tu ne vieillis pas, Lucie, tu rajeunis. Effectivement, tu sais, moi, je travaille aussi avec les familles en santé mentale. Et comme Lucie a dit, nous autres, là, on se rétablit aussi en aidant les autres. C'est notre rétablissement à nous. C'est ça. Voilà. Merci. J'accepterai l'intervention de Rosalie. Oui, désolée là, de rajouter ça, mais c'est juste par rapport à ce que Diane a dit, là, je me demandais si de dire qu'une personne est schizophrène, c'est le même principe que c'est autant stigmatisant pour... Oui, oui. Est schizophrène, c'est une personne d'abord. Il faut penser qu'il y a une personne sous le diagnostic. Moi, je dis jamais que mon fils est schizophrène. Jamais je dirais ça dans ma vie. Jamais. C'est d'abord mon fils qui vit avec cette maladie-là. C'est bon, merci. C'est comme moi, je vais dire je suis TDAH. Ben, c'était Sébastien qui a un TDAH. Hein? Ça ne te définit pas, cette maladie-là. Qu'est-ce qui te définit? C'est ton nom, Sébastien. C'est ça. Comme on essaie de faire comprendre souvent à des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, et qui se présentent aux gens en disant je suis X, je suis un alcoolique. Ça peut être vrai, mais tu n'es pas juste un alcoolique. Non. Tu es aussi un Québécois, tu es aussi quelqu'un qui parle français, tu es aussi bon, etc., etc. Alors, c'est très bon. On s'éduque mutuellement. Bravo. Merci. Moi, si je peux me permettre, moi, ce que j'aimerais ajouter par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir, que l'avenir, nous, ce qu'on entrevoit pour l'avenir, le centre de santé mentale, c'est de pouvoir mieux ressortir le fait que de plus en plus de gens souffrent de quelconque maladie mentale et que les gens en parlent ouvertement de plus en plus, ce que je trouve, là, qu'on déstigmatisé davantage la maladie parce que de plus en plus les gens s'ouvrent et en parlent ouvertement comme les artistes, les comédiens. Je ne sais pas si vous constatez ça depuis quelques années. Les artistes vont dire, ben moi, je suis d'un trouble de bipolarité, moi, j'ai ci, j'ai ça. Moi, je trouve que la maladie mentale, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans ça, et je dirais que je crois qu'il y a une grande ouverture par rapport à ce que les gens vivent. Parce que la maladie mentale, c'est pas une maladie, c'est aussi aux prises avec des problèmes qui, des fois, c'est souffrant. Les personnes prises avec ça, ils souffrent. S'ils vivent seuls et qu'ils s'isolent, c'est ça qui n'est pas bon. Moi, je trouve qu'il faut plus t'en parler, mieux que tu vas toi-même, la personne, elle va pouvoir se libérer de son isolement. C'est ça le problème, c'est que les gens s'isolent de plus en plus. Fait que moi, l'avenir, moi, ce que je constate, c'est que nous autres, en tant que, moi, je veux dire, en tant qu'intervenante du conseil du centre de soutien en santé mentale et tout ça,
Moi, l'avenir, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est de mettre, comme disait Carole, là, puis je vais finir avec ça, nous, on veut mettre en place un documentaire qui va parler à prime abord du TPL, parce que là, on travaille sur la trouble de personnes qui limitent, parce que si vous saviez le nombre de personnes qui souffrent de ça et qui n'osent pas en parler. Et nous, on a découvert, ça fait à peu près 2-3 sessions qu'on fait, qu'on est à mieux s'ouvrir et à mieux en parler parce que c'est tabou. Ça veut dire ça que le trouble de personnalité limite, c'est récent là, que les gens veulent en parler parce qu'on donne de la formation, on donne des ateliers par rapport aux gens qui souffrent de troubles de personnalité limite pour mieux exprimer leurs émotions. Et c'est un volet, comme disait Carole, qu'on est en train d'exploiter et qu'on veut même faire un documentaire. Et on est en train de monter un documentaire, puis on veut que ce documentaire-là soit pris en charge par peut-être aller à Radio-Canada ou Télé-Québec, je ne sais pas trop, parce qu'on veut faire connaître davantage ce trouble-là, parce que je trouve que, moi, je découvre qu'il y a beaucoup de gens à peine parce qu'ils souffrent de ça, puis ils ne savent pas comment trouver de l'aide. Trouver de l'aide pour les aider à mieux gérer leurs émotions. Et nous, on a décidé de vraiment développer ce volet-là dans les prochains mois, les prochaines années, pour que ces gens-là puissent avoir une place comme les autres, comme les gens qui ont une maladie mentale, parce qu'ils n'en parlent pas. C'est très tabou. Je ne savais pas ça, mais j'ai découvert ça avec Carole, que les gens n'osent plus ou moins en parler. Parce que quand vous dites que vous êtes TPL, oh mon Dieu, elle est dangereuse. Ou elle a des comportements erratiques, des comportements aussi. C'est que nous autres, on a décidé, avec Carole, j'ai décidé ça, là, nous, le Centre de sciences santé mentale, d'aider ce volet-là qui manque énormément d'intervenants dans ce domaine pour aider ces gens-là. Alors, on va être obligé de mettre fin à notre rencontre. Je veux juste vous dire, Mme Couillard, que la Fondation Lucien Labelle, offre jusqu'à 30% du coût d'une vidéo si jamais vous voulez vous lancer dans la vidéo. La Fondation aide jusqu'à la hauteur de 30% pour les projets acceptés. Excellent. Fondation Lucien Labelle. Alors, on va laisser la parole à Jean-Marc qui va conclure notre rencontre. Alors, mon cher ami Jean-Marc, à toi la parole. Oh, voilà. Alors, merci à tout le monde d'avoir assisté à cet autre événement en visioconférence ce soir. Merci évidemment à Mme Lucie Couillard. Votre conférence a été très enrichissante. En tout cas, j'ai appris énormément. Et puis, on a même, par l'entremise de cette conférence, on a appris quelques scoops, là, le fait que vous travaillez sur un documentaire, vous travaillez sur un nouveau livre. Alors, peut-être que le lancement de ce livre-là pourrait se faire au Phare de Longueuil, je ne sais pas. On verra plus tard, ça sera à suivre. Mais merci et continuez votre bel engagement. C'est vous parlez avec passion et vous êtes entouré d'une belle équipe. Alors, et ça se voit dans votre agir. Votre mission est essentielle au sein de notre collectivité. Je voudrais également remercier les gens des gens du Phare de Longueuil, des gens de notre comité jeunesse, Rosalie et Jade, les gens de notre CA, Michel Burton, évidemment, toi aussi, Maurice. Donc, évidemment, Sébastien. Dans le fond, je pourrais vous remercier chacun individuellement parce qu'on se connaît pratiquement tout le monde. Alors, nos prochains événements en visioconférence, c'est la semaine prochaine. On a un événement le 24 mars où on parle des travailleuses de rue avec des gens, deux intervenantes de Macadam Sud. Alors, c'est toujours le mercredi, c'est le mercredi à 19h. C'est toujours possible de s'inscrire par la voie de notre page Facebook du Phare de Longueuil. Et si vous avez de la difficulté, envoyez un courriel à contact@pharedelongueuil.com. Alors, on pourra toujours voir à votre inscription.
Alors, on a d'autres événements en avril, évidemment. Au mois d'avril, on a déjà une thématique qui va toucher le milieu carcéral. On aura monsieur, je veux dire son nom que je ne l'ai pas, ben son prénom que je ne l'ai pas, monsieur Benson, et le 21 avril, et monsieur, donc un ex-détenu de monsieur Gauthier, Gérald. Encore, on aura les dates, donc suivez notre infolette. Toute l'information sera sur notre infolette du mois d'avril que vous devrez recevoir d'ici 2 semaines. Alors voilà, ben, merci à tous et puis à très bientôt. Merci.